L'écran du téléphone de ma femme s'est allumé pendant que je tenais mon fils dans mes bras. C'est comme ça que tout a commencé. Pas par une dispute, pas par du rouge à lèvres sur un col ou un reçu de motel tombant d'une poche de veste, juste un écran brillant d'une lueur bleutée dans le salon plongé dans la pénombre, pendant que Céline était à l'étage sous la douche. 4 mots qui ont rebattu toutes les certitudes que j'avais construites en 19 ans de mariage. Comment va notre petit bonhomme ce soir? Le message venait de Damien Lemaire, son patron, directeur du développement dans une entreprise de matériel médical avec des bureaux à la Défense. Je ne l'avais rencontré que 2 fois, une fois au dîner de fin d'année de l'entreprise de Céline dans un restaurant en rooftop au cœur de Paris, et une fois à la maternité le lendemain de la naissance de Lucas. Il avait apporté un panier garni et avait fait une remarque mielleuse sur le fait que Lucas avait déjà l'air d'un négociateur. Je m'étais dit que c'était juste un de ces cadres parisiens lisses, le genre d'homme qui dit absolument au lieu de oui, et qui traite chaque pièce dans laquelle il entre comme une opportunité de faire du réseau. Notre petit bonhomme. Pas ton bébé, pas le petit Lucas, notre. Je suis resté complètement immobile. Lucas était endormi contre ma poitrine, son minuscule poing recroquevillé sur le col de ma chemise. La télé était allumée derrière moi, un documentaire criminel que je ne regardais pas. De l'étage, je pouvais entendre Léo couler dans les tuyaux et, faiblement, Céline qui fredonnait. Elle avait commencé à prendre des douches tardives après le travail tous les soirs depuis environ 6 semaines, disant que l'eau chaude l'aidait à décompresser. Je n'avais jamais posé de questions. Pourquoi l'aurais-je fait? J'ai regardé le message à nouveau. Je l'ai retourné dans mon esprit comme un caillou que l'on ramasse sans pouvoir expliquer pourquoi il nous dérange. Peut-être que je l'avais mal interprété. Peut-être que Damien Lemaire était juste un de ces patrons trop familiers, le genre qui demande des nouvelles des enfants de tout le monde lors des pique-niques d'entreprise et qui pense que ça le rend sympathique. Peut-être. Puis un deuxième message est arrivé. A-t-il mieux dormi la nuit dernière? Tu mentionnais qu'il luttait encore avec son rythme. Mon estomac s'est noué comme si j'avais raté une marche dans le noir. J'ai posé Lucas avec précaution dans le creux de mon bras et j'ai déverrouillé le téléphone de Céline. Le fil de conversation s'est ouvert sur absolument rien. Un écran blanc. Supprimé. Ça m'a frappé encore plus fort que les messages eux-mêmes. Parce que voici ce que personne ne vous dit sur la trahison, les gens innocents n'effacent pas leur conversation. Les gens innocents oublient que leur téléphone existe. Les gens innocents laissent des textos à moitié tapés, de vieux reçus et des mémos vocaux embarrassants dans leur historique de messages parce qu'ils n'ont aucune raison de faire le ménage. Cet écran immaculé ressemblait à des aveux faits avec le plus grand des calmes. À l'étage, la douche s'est arrêtée. J'ai remis son téléphone exactement là où il était, j'ai pris 2 captures d'écran que je me suis envoyées, et je me suis levé, Lucas toujours pressé contre ma poitrine. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le biberon de lait en poudre que j'étais en train de faire chauffer avant que tout cela n'arrive. C'est drôle avec le choc, votre corps continue d'exécuter des fonctions ordinaires pendant que votre esprit commence à glisser doucement vers le bord d'un précipice. J'ai porté Lucas dans la cuisine et j'ai fini de préparer son biberon. Eau tiède, poudre dosée, secouée, test sur le poignet, la mémoire musculaire. Je me tenais là, nourrissant mon fils de 3 mois sous la lumière jaune de la cuisine, pendant que le lave-vaisselle faisait tourner son cycle silencieux et que le réfrigérateur bourdonnait dans cette vieille maison de banlieue parisienne qui m'entourait. Et j'ai pensé, c'est toujours ma maison. C'est toujours ma cuisine. Rien n'a encore changé. Sauf que tout avait déjà changé. Laissez-moi vous dire qui je suis, car le genre d'homme que vous êtes compte dans une histoire comme celle-ci. Je suis Marc Dubois, 50 ans. Je suis propriétaire de Dubois Électricité, basé à Montreuil. 3 camionnettes de service, 8 gars quand personne ne se porte pâle. Nous câblons des bâtiments commerciaux, des centres commerciaux, parfois des rénovations d'hôpitaux. Ce n'est pas un travail glamour. Mes mains le montrent. Mon dos le montre. Mon genou droit le montre les matins froids de janvier quand la terre des chantiers franciliens est gelée et que les échelles sont raides. J'ai passé ma vingtaine à travailler dans les équipes des autres et ma trentaine à construire la mienne. À 50 ans, je me disais que le plus dur était derrière moi. Céline avait 40 ans, intelligente, drôle, avec ce genre de beauté qui vient de la confiance plutôt que de l'effort. Elle pouvait entrer dans une pièce avec une robe toute simple et son vieux sweat de la Sorbonne et éclipser toutes les autres femmes. Nous avions passé presque 6 ans à essayer d'avoir un bébé. 6 ans de rendez-vous chez des spécialistes à l'hôpital Necker, d'hormones, de protocoles et de cycles de FIV qui ont coûté plus cher que je ne voulais l'admettre,
de nuit où Céline pleurait sur mon épaule parce qu'elle était convaincue que son corps l'avait trahi. Je lui faisais ses injections moi-même quand ses mains tremblaient trop pour tenir l'aiguille fermement. Je m'étais assis dans plus de salles d'attente que je ne l'aurais jamais imaginé, lisant des magazines écornés et essayant d'avoir l'air calme parce qu'elle avait besoin que l'un de nous ait l'air calme. Quand Lucas est né, 3 mois plus tôt, je croyais sincèrement que le pire était derrière nous. J'avais tort. Le genre d'erreur qui laisse une cicatrice. Je savais qui était Damien Lemaire au-delà du panier garni. Directeur régional, grande maison à Neuilly-sur-Seine, une BMW grise ardoise qui coûtait plus cher que ma première camionnette et probablement que la deuxième aussi. Le genre d'homme que l'on qualifie de déterminé dans un contexte professionnel et d'intense dans le domaine personnel. Je l'avais vu 2 fois. Les 2 fois, j'avais remarqué la façon dont il s'adressait à Céline, familière, presque possessive, la façon dont les hommes parlent aux femmes dont ils ont décidé qu'elles devaient graviter dans leur orbite. Je l'avais remarqué et je l'avais ignoré, parce que je n'étais pas ce mari-là. Je n'étais pas l'homme paranoïaque qui ramenait à lui les relations professionnelles de sa femme. Je le regrettais maintenant. J'ai ouvert Facebook et j'ai cherché Valérie Lemaire. La photo de profil montrait une femme approchant la cinquantaine, debout à côté d'un golden retriever près d'un lac en forêt de Rambouillet, plissant agréablement les yeux face à l'objectif. Elle avait un de ces visages chaleureux, organisés, qui dégageait une énergie de présidente d'association de parents d'élèves. Je suis resté à regarder son profil pendant un long moment. Assez longtemps pour que Lucas finisse son biberon et devienne immobile et lourd sur mon bras, plongé dans ce sommeil profond de bébé qui semble absolu. J'ai ouvert une fenêtre de messages. Mes doigts ont hésité. Je pouvais encore fermer ça. Je pouvais poser le téléphone et faire comme si les 40 dernières minutes ne s'étaient pas produites. Je pouvais me dire que j'avais mal interprété le ton. Je pouvais donner à Céline l'occasion de s'expliquer. Je pouvais protéger la version de notre mariage qui existait encore entre ces murs familiers. Puis j'ai baissé les yeux sur Lucas. Et le mot notre m'est revenu comme un écho dans une pièce vide. J'ai envoyé les captures d'écran à Valérie. En dessous, j'ai tapé 6 mots. Vous méritez de savoir la vérité. Ensuite, je me suis assis dans la cuisine silencieuse, tenant mon fils et écoutant le sèche-cheveux de Céline tourner à l'étage. Et j'ai attendu. 28 minutes plus tard, on a sonné à la porte. Céline a crié de l'étage sans descendre, « Chérie, tu peux aller ouvrir ?» J'ai marché vers la porte d'entrée lentement. Chaque pas me semblait étrange, comme si je me déplaçais dans la maison de quelqu'un d'autre, à l'intérieur de la vie de quelqu'un d'autre. Quand j'ai ouvert la porte, une femme se tenait sur le perron, portant une veste sombre, un jean, des baskets blanches. Elle tenait un iPad à 2 mains. Ses yeux étaient rougis. Du mascara laissait une légère trace sous eux. Et elle respirait de cette façon contrôlée et délibérée dont respirent les gens quand ils font de gros efforts pour ne pas s'effondrer. Nous sommes restés là une longue seconde à nous regarder dans l'encadrement de la porte. « Je suis Valérie Lemaire », a-t-elle dit doucement. Je crois qu'on nous a raconté les mêmes mensonges. Derrière moi, à l'étage, j'ai entendu Céline recommencer à fredonner. « Entrez », ai-je dit. Valérie a fait un pas à l'intérieur avec précaution, comme si elle n'était pas certaine de la place qu'elle avait le droit d'occuper dans la maison d'une autre femme. Je l'ai conduite vers la cuisine. À l'étage, des tiroirs de commode s'ouvraient et se fermaient. Céline se déplaçait dans notre chambre, totalement inconsciente que le sol sous ses pieds s'était déjà dérobé. Lucas a commencé à pleurer juste au moment où nous atteignions la cuisine. Ce cri de bébé fatigué et désorienté qui signifie mauvaise position ou encore faim, ou simplement j'existe et je veux que tu le reconnaisses. Valérie a immédiatement baissé les yeux sur lui, et pour une raison quelconque, c'est à ce moment-là que toute la soirée est devenue réelle pour moi. Pas les captures d'écran, pas les fils de discussion supprimés, mais ce bébé qui pleurait entre 2 étrangers dans une cuisine pendant que ma femme fredonnait à l'étage. « Je peux le faire chauffer ?» a demandé doucement Valérie, en montrant d'un signe de tête le biberon que je tenais toujours. Je le lui ai tendu sans parler. Elle l'a fait chauffer pendant que je berçais doucement Lucas contre mon épaule. Aucun de nous n'a parlé pendant presque 1 minute entière. Le réfrigérateur bourdonnait. Quelque part dehors, l'alarme d'une voiture d'un voisin a bipé une fois puis s'est tue. Puis Valérie a dit, « J'ai failli ne pas venir. » J'ai continué à bercer Lucas. « Mais vous l'avez fait. » Ouais. Quand quelqu'un vous envoie la preuve que votre mari couche peut-être avec sa femme, vous ne dormez plus vraiment après ça. Le micro-ondes a sonné. Elle m'a tendu le biberon et nos doigts se sont frôlés, tous 2 glacés.
Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai nourri Lucas pendant que Valérie posait l'iPad à côté de mon set de table. Jen est trouvé d'autres, a-t-elle dit doucement. Ma poitrine s'est serrée. Combien d'autres? Elle a laissé échapper un petit rire creux. Ce que vous m'avez envoyé, c'est peut-être 4% du total. Je me suis adossé lentement sur ma chaise. Valérie a déverrouillé l'iPad et a ouvert les messages iCloud synchronisés. Des mois de conversation, des confirmations d'hôtel, des blagues d'initiés, des reçus. J'ai senti ma gorge se nouer pendant que je faisais défiler l'écran. Un message de Damien, dit à mon petit champion que je lui prends des abonnements pour le PSG. Une réponse de Céline, seulement si Marc ne l'endort pas avant en lui parlant de circuits électriques. J'ai fixé ça pendant un long moment. Je veux m'arrêter et être honnête avec vous ici, parce que si vous n'avez jamais vécu un moment comme celui-ci, où vous voyez la preuve que votre vie s'est déroulée en deux versions parallèles et que vous n'en connaissiez qu'une, il est difficile de décrire la sensation exacte que ça procure. Ce n'est pas comme de la colère. Ce n'est même pas tout à fait comme du chagrin. C'est plus proche de la sensation de tendre la main pour attraper quelque chose de solide et de ne trouver que du vide. Chaque souvenir que vous pensiez posséder se voit soudain affublé d'un point d'interrogation. Il y avait des reçus d'hôtel dans un dossier séparé. Un bel hôtel du centre de Paris, un hôtel-boutique à Lyon, des week-ends de séminaire, de faux voyages d'affaires. Mon cerveau a automatiquement croisé les dates, de la façon dont un homme le fait quand son esprit essaie de le protéger en transformant la douleur en arithmétique. Une date correspondait à une semaine où Céline m'avait dit qu'elle avait une formation obligatoire de conformité. Une autre a eu lieu 9 jours après la naissance de Lucas. 9 jours après la naissance de Lucas. J'ai fermé les yeux pendant exactement 3 secondes. C'était à l'époque où Céline ne pouvait pas encore marcher confortablement. Je faisais les changements de couche de 2 heures du matin tout seul. Je faisais chauffer les biberons dans le noir. Et cet homme avait déjà retrouvé son chemin dans son téléphone, dans sa journée, dans nos journées. « Vous allez bien ?» a demandé Valérie avec précaution. « Non, ai-je dit. Mais je ne vais pas mettre mon poing dans le mur, si c'est ce qui vous inquiète. » Ça lui a arraché le plus petit sourire possible. Le premier de toute la soirée. Elle s'est frotté le front avec 2 doigts et a soudainement eu l'air épuisé, d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'heure tardive. Je l'ai découvert il y a 3 mois. Peut-être que je m'en doutais depuis plus longtemps. J'ai levé les yeux. Vous le saviez depuis 3 mois et vous êtes resté? La question est sortie plus durement que je ne le voulais. Valérie n'a pas bronché. Elle a regardé lentement autour de ma cuisine, les photos sur le réfrigérateur, la poussette de Lucas près de la porte du garage, le tire-lait que Céline avait laissé sécher à côté de l'égouttoir. Puis elle a dit quelque chose qui a fait l'effet d'une pierre jetée dans une eau immobile. Après 31 ans passés avec quelqu'un, partir ce n'est pas juste partir. Vous quittez des routines. Vous quittez la version de vous-même qui existait à l'intérieur de ce mariage. Vous pensiez vieillir avec cette personne. Vous faites le deuil de l'avenir alors que vous vous tenez encore à l'intérieur. J'ai baissé les yeux sur Lucas, et je l'ai comprise parfaitement. Elle a fait défiler l'écran plus loin. Plus de messages, plus de schémas. L'un d'eux, venant de Céline, m'a glacé le sang. Marc dit toujours que Lucas lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. J'ai agrippé le bord de la table jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. Valérie a dit, je suis désolé. Ne vous excusez pas de m'avoir dit la vérité. À l'étage, des pas ont traversé le plancher de la chambre. Mon pouce est accéléré, mais le matelas a légèrement grincé, et la maison est redevenue silencieuse. Elle s'était couchée. Il y a encore une chose, a dit Valérie. J'ai failli rire. Bien sûr qu'il y en avait une autre. Elle a hésité. Damien a transféré environ 8 000 € de notre compte d'investissement il y a 2 mois. Je suis presque certaine que c'était pour elle. Je suis resté très immobile pendant un moment. Et puis, chaque réunion tardive et chaque conférence soigneusement expliquée se sont réorganisées dans ma tête pour former quelque chose que je ne voulais pas regarder en face. La peur est arrivée silencieusement. Pas la peur concernant Céline, la peur concernant Lucas. Parce qu'une fois que cette pensée entre dans votre esprit, notre petit bonhomme, vous ne pouvez plus la remettre dans le tiroir où vous l'avez trouvée. Valérie observait mon visage. Vous vous demandez s'il est de vous. Je n'ai pas répondu. Pour ce que ça vaut, je pense que Damien croit qu'il pourrait être le père. Je pense qu'il le lui a dit. Cette phrase m'a frappé dans les côtes comme un poing fermé. Je me suis levé,
j'ai marché jusqu'à l'évier, j'ai fait couler les eaux froides et je suis resté là à regarder le jardin sombre de la banlieue à travers la fenêtre, fixant mon propre reflet. 50 ans, pieds nus, debout dans ma propre cuisine à minuit, me demandant si mon fils avait mon sang. Valérie a parlé prudemment depuis la table. Alors, qu'est ce que vous faites maintenant? Je suis resté silencieux pendant un long moment, observant mon reflet. Puis je me suis retourné. Il y a un bébé qui dort à 3 mètres d'ici, ai-je dit. Et tant que je ne saurai pas la vérité, je ne mettrai le feu à rien. Valérie a hoché la tête comme si elle avait fait un calcul similaire et en comprenait chaque variable. Elle est partie vers 1 heure du matin. À la porte, elle a fait une pause comme si elle allait dire quelque chose, puis s'est arrêtée. Car que dites-vous après une nuit pareille? Nous étions arrivés en tant qu'étrangers. Nous nous quittions en tant que quelque chose de plus difficile à nommer. J'ai verrouillé la porte et je suis resté dans le couloir pendant un long moment. Puis j'ai porté Lucas à l'étage. Céline dormait, un bras enroulé autour de mon oreiller. Elle avait l'air paisible, de la manière dont seules les personnes qui portent des secrets et qui s'entraînent à l'immobilité peuvent en avoir l'air. Je suis resté là à tenir mon fils dans le noir pendant un long moment. 3 jours plus tard, une boîte en carton marron tout simple est arrivée sur le perron, entre un paquet d'essuie-tout et une livraison de courses. Céline l'a rentrée à l'intérieur sans regarder l'étiquette. Encore des pièces électriques? A-t-elle demandé. Quelque chose comme ça, ai-je répondu, et j'ai détesté la facilité avec laquelle le mensonge est sorti. Si vous avez déjà eu à jouer la normalité pendant que votre monde intérieur est en plein effondrement, vous comprenez l'épuisement spécifique des 10 jours qui ont suivi. Ce n'est pas spectaculaire. On ne se croirait pas dans un film. Ça donne l'impression qu'on vous demande de faire une journée complète de travail avec du verre brisé dans vos chaussures. Vous continuez à avancer parce que vous arrêter impliquerait d'expliquer pourquoi vous vous êtes arrêté. Je me suis rendu sur les chantiers. J'ai approuvé des factures. J'ai eu une conversation complète sur les délais de permis de construire pour un projet de rénovation à l'hôpital, alors qu'intérieurement j'étais ailleurs, complètement ailleurs. J'ai raté un rendez-vous pour la première fois en 8 ans. Un client à Vincennes m'a laissé un message vocal inquiet. J'ai blâmé le bébé, ce qui n'était pas entièrement faux. La nuit, Céline cherchait encore parfois ma main dans le noir. 19 ans de mariage construisent une grammaire physique que votre corps suit même quand votre cœur est à l'arrêt. Ces moments m'ont presque détruit. Une nuit vers 1h30, Lucas a commencé à pleurer. Je suis descendu, j'ai fait chauffer un biberon, je me suis assis dans le fauteuil inclinable dans le noir, et j'ai nourri mon fils dans la maison silencieuse. Et j'ai pleuré. Pas bruyamment, juste doucement, continuellement, les larmes coulant sur mon visage pendant que ce petit être humain parfait et totalement confiant me regardait. Et j'ai pensé, si cet enfant n'est pas le mien, je ne sais pas de quoi je suis fait. Cette pensée m'a terrifié plus que tout le reste, car elle me disait que je l'aimais déjà sans condition. Le matin où Céline m'a trouvé endormi dans le fauteuil avec Lucas sur ma poitrine, elle est restée dans l'encadrement de la porte de la cuisine, en peignoir, et nous a regardés avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. « Tu es un bon papa, Marc », a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête et je lui ai demandé de me passer mon café. Et faire semblant, juste faire semblant, est devenu la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Un jeudi après-midi, je suis rentré tôt après une intervention annulée. Céline était sur la terrasse à l'arrière, parlant bas et vite dans son téléphone. Je n'écoutais pas aux portes. Je me tenais juste à l'intérieur de la baie vitrée, j'ai entendu le nom de Damien et j'ai cessé de respirer. Non, écoute-moi, disait-elle, la voix tranchante et urgente. Si Marc découvre tout, nous sommes tous les deux finis. Je sais ce que tu as promis. Je ne peux pas parler pour l'instant. Elle s'est retournée, m'a vu, la panique a traversé son visage, présente puis disparue en 1 seconde. Et, tu es rentré tôt. Rendez-vous annulé, ai-je dit. C'était ma sœur, a-t-elle dit beaucoup trop vite. Je l'ai regardée et j'ai hoché la tête. Et pour la première fois en 19 ans, j'ai su avec une certitude absolue que ma femme me mentait droit dans les yeux. Cette certitude a atterri silencieusement. Pas d'explosion, pas de confrontation, juste quelque chose à l'intérieur de moi qui est devenu très immobile, de la même manière qu'une structure devient immobile juste avant de s'effondrer. 3 jours plus tard, je conduisais ma camionnette de travail sur la 86 en direction du sud et j'ai fini garé à l'extérieur d'un fast-food près de l'aéroport d'Orly, moteur tournant, chauffage à fond parce que les mois de novembre en région parisienne sont encore assez froids pour vous rappeler qu'ils ne plaisantent pas.
Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Je me souviens d'une chanson pop qui passait à la radio, de l'odeur de frites provenant de la ventilation du bâtiment, d'un adolescent en uniforme rouge qui sortait les poubelles dehors, jetant un coup d'œil vers la camionnette en marche. Probabilité de paternité, 99,99%. Je l'ai relu. Puis j'ai posé mon front contre le volant et j'ai sangloté, pas doucement cette fois, pleinement, complètement, pendant un long moment, sur le parking d'un fast-food près de l'autoroute, dans une camionnette qui sentait l'isolation des fils électriques et le vieux café. Lucas était à moi. Il était à moi. Le soulagement m'a frappé en premier, un soulagement total, océanique, puis la colère. Parce que Céline avait fait tout ça, avait pris tout ça entre ses mains, et m'avait quand même laissé passer 10 jours à me demander si mon fils appartenait à un autre homme. Elle m'avait laissé vivre avec cette question. C'est ça le problème avec la trahison à 50 ans. Ce n'est pas seulement ceux qui l'ont fait. C'est chaque instant où ils vous ont regardé souffrir et ont pourtant choisi le silence. J'ai appelé Valérie depuis le parking. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Il est de moi, ai-je dit. Elle a laissé échapper un long souffle tremblant. Dieu merci, a-t-elle dit. J'ai ri, un rire amer. Ouais, Dieu merci. Puis elle m'a appris autre chose. Les contrôleurs de gestion de l'entreprise avaient discrètement commencé à examiner les notes de frais de Damien. Faux remboursement de voyage, conférences fantômes, hôtel qui ne correspondait à aucun déplacement professionnel réel. Il devient imprudent, a-t-elle dit. À quel point? Elle a vraiment ri. Hier, il a envoyé un message vocal ambigu par erreur au groupe WhatsApp de l'entreprise où ils font leurs pronostics de foot. La moitié de l'équipe commerciale de la Défense l'a entendu l'appeler bébé. Pour la première fois depuis des semaines, quelque chose cesse de desserrer dans ma poitrine. Samedi en 8, m'a textoté Valérie plus tard dans la soirée, Damien reçoit un prix de leadership au gala du Fonds de solidarité dans le centre-ville, à l'hôtel Continental près de l'Opéra. Les auditeurs ont confirmé leur présence. J'ai failli ne pas y aller, à 2 reprises. La première fois, c'était 3 jours avant, assis dans mon bureau au-dessus du garage, en train d'examiner les plannings de l'équipe. Un de mes gars était malade. Une camionnette avait besoin de réparation aux freins. Lucas avait été réveillé presque toute la nuit. La vraie vie continue de s'accumuler. Je veux que vous compreniez ça. La trahison ne met pas en pause le reste de vos responsabilités pour faire un effet dramatique. Elle s'empile par-dessus. Toujours partant pour samedi? A envoyé Valérie par message. J'ai fixé le message pendant un long moment. Je ne savais rien. Et c'était la vérité. Parce qu'on ne peut pas effacer ce qu'on a entendu. Vous ne pouvez pas demander à une pièce pleine de gens d'oublier ce qu'ils ont vu. Ce samedi soir-là, Céline est descendue vers 18h dans une robe bordeaux profond que je ne lui avais jamais vue, simple, élégante, ses cheveux relevés d'une manière qui la faisait ressembler à la femme que j'avais épousée à 31 ans. Pendant une dangereuse seconde, elle ressemblait exactement à cette femme. « Tu es sûr que tu ne veux pas venir ?» a-t-elle demandé en attachant une boucle d'oreille. Les conjoints sont invités. J'ai continué à essuyer les mains de Lucas avec un bavoir. Quelqu'un doit rester avec ce petit bonhomme. Elle a souri doucement, puis m'a regardé plus attentivement. Tu es distant dernièrement. J'ai levé les yeux. Je suis fatigué, Céline. Mais il n'y a pas que ça. Elle a soutenu mon regard pendant un moment. Pendant une demi-seconde, je me suis demandé si elle savait déjà que je savais, si quelque part sous la performance que nous jouions, nous attendions tous les deux que l'autre craque le premier. Puis elle a embrassé le sommet de la tête de Lucas, puis la mienne. Ne te couche pas trop tard, a-t-elle dit. La porte d'entrée s'est fermée. Je l'ai fixée pendant un long moment. Puis j'ai baissé les yeux sur Lucas qui mâchouillait une girafe en plastique. Quelque chose s'est apaisé. J'avais déposé Lucas chez ma sœur Sophie à 19h15 et j'étais sur le périphérique nord en direction du centre de Paris à 19h30, sous la pluie froide de novembre. La salle de bal de l'hôtel Continental était tout ce à quoi je m'attendais et rien de ce à quoi j'étais préparé. Du jazz doux, des cocktails aux crevettes, des gens en tenue de soirée tenant des coupes de champagne comme des accessoires dans une publicité pour quelque chose d'inabordable. J'ai trouvé Valérie près de la table d'inscription. Elle avait l'air plus calme que la nuit où elle s'était tenue sur mon perron. Toujours fatiguée autour des yeux. « Vous êtes venu ?» a-t-elle dit. « Ouais. Vous allez bien ?» « Non. » Petit sourire. Le deuxième.
Et puis je les ai vus de l'autre côté de la pièce. Céline à côté de Damien, riant de quelque chose qu'un directeur commercial avait dit. À l'aise, détendue. Sa posture était relâchée de la façon dont elle l'est seulement quand on se sent sincèrement à sa place quelque part. Ça m'a frappé plus fort que tout ce que j'avais lu sur un iPad. Valérie m'observait. Vous n'êtes pas obligé de faire ça ce soir. J'ai regardé la main de Damien glisser vers le bas du dos de Céline et s'y poser comme s'il était chez lui. J'ai pensé à une camionnette sur le parking d'un fast-food et à un homme pleurant contre son volant à 49 ans avec une enveloppe entre les mains. Si, je le dois, ai-je répondu. Vers 20h30, Damien nous a vus. Sa prestance d'entreprise a vacillé une demi-seconde, une fissure, puis à nouveau parfaitement scellée, et il s'est excusé avant de s'approcher en tenant un verre de whisky. Marc, a-t-il dit prudemment, je ne savais pas que vous veniez. Décision de dernière minute, ai-je dit. Céline était devenue pâle. Valérie a croisé les bras. Les yeux de Damien allaient rapidement de l'un à l'autre. Un homme intelligent, un calcul rapide. Qu'est-ce que c'est que ça, exactement? A-t-il demandé doucement. Une conversation, ai-je répondu. Il a suggéré un endroit plus privé. Évidemment. Dans le couloir latéral près des ascenseurs, à la seconde où le bruit de la salle de bal s'est estompé derrière nous, tout son registre a changé. Écoutez, quoi que Céline vous ait dit. Elle ne m'a rien dit du tout, ai-je coupé. Ça l'a arrêté. Je l'ai regardé se recalibrer. Puis il a prononcé la phrase qui a mis fin à toute possibilité que je ressente un jour de la pitié pour lui. Fixez votre prix. J'ai cligné des yeux lentement. Pardon? Les situations n'aident personne, a-t-il dit, la voix basse, suave, absolument certain que c'était un langage que je parlais. Trouvons quelque chose qui convienne à tout le monde. Je l'ai fixé. Non pas parce que l'offre me surprenait, mais parce que l'offre révélait exactement qui il était. Il m'avait regardé, avait regardé cette situation, mon mariage, mon fils, et n'y avait vu qu'une transaction à gérer. Il a mis la main dans la poche de son manteau pour prendre son téléphone, passant déjà à l'étape suivante. J'ai mis la main dans la mienne et j'ai appuyé sur enregistrer. Il a continué à parler, plus fluide maintenant, plus précis, des chiffres, une séparation propre. La réputation de tout le monde intacte. J'ai hoché la tête lentement comme si j'y réfléchissais, pendant que le téléphone capturait chaque mot. Puis des bruits de pas ont tourné au coin du couloir. 2 personnes portant des badges de la conférence, un homme et une femme, avançant avec cette énergie spécifique et déterminée des gens qui ont un ordre du jour et un emploi du temps. Monsieur le maire? A dit l'homme d'un ton agréable. Nous espérions trouver quelques minutes pour discuter de certaines incohérences de remboursement avant la fin du trimestre. Personne dans ce couloir n'a bougé pendant 3 bonnes secondes. Puis Valérie s'est avancée et leur a tendu une enveloppe scellée. Pas d'annonce, pas de discours, juste une remise en main propre, calme et délibérée, qui m'a semblé plus dévastatrice que n'importe quelle confrontation que j'aurais pu scénariser. Le contrôleur de gestion l'a légèrement ouverte. Des reçus d'hôtel, des messages imprimés, des relevés de virements bancaires. J'ai observé le moment exact où le calcul derrière les yeux de Damien Lemaire est passé de la gestion à la survie. Céline s'était approchée de l'entrée du couloir. Elle se tenait là, les bras enroulés autour d'elle-même, ses yeux allant de Damien à moi, essayant de comprendre la géométrie de la pièce. Puis Damien a commis sa dernière erreur. C'est complètement disproportionné, a-t-il lâché sèchement en faisant un geste de la main pour désigner Céline sans même la regarder. Elle est remplaçable. Rien de tout cela ne justifie un tel niveau de scandale. Le couloir est devenu mortellement silencieux. Céline a eu l'air d'avoir été frappée. J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon manteau et j'ai appuyé sur lecture. La propre voix de Damien a rempli l'espace entre nous, basse et indéniable. Les situations n'aident personne. Fixez votre prix. Les 2 auditeurs ont échangé un regard. L'homme a dit très calmement, « Monsieur le maire, nous aurons besoin d'une réunion officielle lundi matin. » Damien a commencé à répondre. La femme l'a regardé par-dessus son dossier. « Vous avez créé la situation, monsieur. » Ça l'a fait taire complètement. Un responsable de la sécurité de l'hôtel est apparu 2 minutes plus tard, après qu'un représentant de l'entreprise a discrètement passé un appel. Pas de scène, pas de voix élevée, juste une efficacité professionnelle, contrôlée et dévastatrice.
Damien a quitté le couloir escorté par 2 membres du personnel de l'hôtel pendant que le pianiste de jazz, à l'autre bout de la salle de bal, continuait à jouer sans manquer une note. Parce que c'est ce que fait la vraie vie. Elle continue d'avancer pendant que la vôtre s'arrête. Valérie a expiré lentement à côté de moi. Je pensais que ça me ferait plus de bien, a-t-elle admis. Ouais, ai-je dit. Moi aussi. J'ai retrouvé Céline près des ascenseurs. Nous sommes descendus en silence, juste nous deux, avec cette musique d'ascenseur qui, d'une manière ou d'une autre, rend le chagrin encore plus solitaire. Dehors, la nuit froide de Paris nous a frappés. Elle a croisé les bras sur le trottoir. Je n'ai jamais voulu ça, a-t-elle murmuré. Vraiment, ai-je dit. Je n'étais plus en colère, juste fatigué. Elle a pleuré. Elle m'a dit que ça avait commencé pendant les années de FIV. Que je m'étais éloigné. Qu'il avait écouté. Qu'elle n'avait pas voulu que ça devienne ce que c'est devenu. J'ai écouté tout ça. Puis j'ai dit, je me suis tenu à tes côtés à chaque traitement, à chaque piqûre, à chaque nuit où tu as pleuré parce que tu pensais que ton corps t'avait fait défaut. Elle a hoché la tête, en larmes, et je suis devenu la dernière personne de mon propre mariage à savoir ce qui se passait à l'intérieur. Elle a couvert sa bouche. Je l'ai regardée pendant un long moment, cette femme aux côtés de qui j'avais passé 19 ans, que j'avais aimée sincèrement, complètement, sans réserve. L'amour sans la loyauté finit par devenir autre chose, ai-je dit doucement. Et je crois que nous savons tous les deux ce que c'est devenu. Elle a pleuré plus fort, mais elle n'a pas protesté. Je crois que nous devons nous séparer, ai-je dit. Elle a fermé les yeux et a hoché la tête. 1 an plus tard, la maison de Montreuil résonne différemment. Elle n'est pas vide, juste réaménagée. Lucas a 15 mois maintenant, et 1 semaine sur 2, cet endroit est rempli de camions en plastique, de purée de patates douces sur toutes les surfaces, et de minuscules baskets qui finissent je ne sais comment dans des pièces où il n'a même pas mis les pieds. Puis il retourne chez Céline pour quelques jours, et le calme revient. Le bourdonnement du réfrigérateur, la chaudière qui s'allume, ce silence particulier qui s'installe dans les pièces où quelqu'un avait l'habitude d'être. On ne parle pas assez de cette partie-là. Le divorce après 50 ans. Vous passez des décennies à organiser inconsciemment votre vie autour des rythmes d'une autre personne. L'heure de son café, ses habitudes télé, la façon précise dont elle plie les serviettes. Puis un jour, vous réchauffez un reste de soupe tout seul à 21h, et le bruit du lave-vaisselle ressemble presque à une conversation. Certaines soirées ont été plus dures que ce que j'avais imaginé. Je ne suis pas trop fier pour l'admettre, mais le samedi matin, Lucas monte dans le caddie chez Leroy Merlin et pointe les ventilateurs de plafond du doigt comme s'il était miraculeux. À chaque rayon, la même réaction. Ça me fait encore rire à chaque fois sans faire d'effort. Le divorce est resté civilisé, des médiateurs, des calendriers partagés, 2 adultes travaillant prudemment autour d'un enfant qui n'avait rien demandé de tout ça. Céline a pris un poste en télétravail pour une plus petite entreprise et a déménagé dans un appartement en grande banlieue. Aux dernières nouvelles, les gens de son ancienne entreprise parlaient encore de ce qui s'était passé au gala. Les scandales d'entreprise voyagent vite dans les cercles d'affaires parisiens, où tout le monde connaît tout le monde discrètement. Damien a perdu son poste en moins de 3 mois. L'enquête financière s'est élargie après que 2 anciens collègues se sont manifestés au sujet d'autres manipulations de notes de frais. Sa réputation professionnelle, construite sur 20 ans, s'est effondrée pièce par pièce. La liaison est presque devenue une note de bas de page, ce qui, comme Valérie me l'a dit un jour lors d'un bref échange de textos, était probablement ce qu'il méritait, ne pas rester dans les mémoires comme quelqu'un qui a aimé de façon imprudente, mais comme quelqu'un qui a volé proprement et s'est fait prendre. Valérie a déménagé à Lyon pour se rapprocher de sa famille. Nous nous envoyons encore des messages de temps en temps. Il y a quelque chose de particulier dans le fait de survivre à une trahison aux côtés de quelqu'un, on comprend que ça ne se dissipe jamais totalement, même après que la colère a disparu en grande partie. J'ai recommencé à pêcher au printemps. Tôt le samedi matin sur les bords de Marne, avec de la vieille musique country doucement diffusée par les haut-parleurs de la camionnette. Les premières sorties m'ont semblé solitaires d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Puis, progressivement, elles ont commencé à devenir apaisantes. Ça m'a surpris. La guérison n'arrive pas en un seul instant. Elle s'accumule. Une bonne matinée, puis une autre. Puis un après-midi, vous réalisez que vous avez passé 4 heures sans rejouer le film dans votre tête, et ça, c'est énorme. Ma sœur Sophie m'a convaincu de rejoindre un petit groupe à l'église.
Surtout des personnes divorcées dans la quarantaine ou la cinquantaine. Des chaises pliantes, du mauvais café et de vraies conversations. C'est là que j'ai rencontré Claire. 47 ans, professeur d'arts plastiques au lycée, divorcée depuis 4 ans. Elle portait des baskets tachées de peinture aux 3 premières réunions et riait de tout son visage, sans aucune gêne. Rien de spectaculaire, pas de moment déterminant. Nous avons juste discuté, puis échangé des messages, puis pris un petit déjeuner après l'office à quelques reprises. Ce rythme semblait parfaitement juste. À notre âge, vous n'avez plus besoin de feux d'artifice. La gentillesse commence à ressembler à la chose la plus attirante de n'importe quelle pièce. Elle m'a demandé un jour, l'air de rien, si Jeanne voulait encore à Céline. J'y ai réfléchi un moment. Pas vraiment, ai-je dit, plus maintenant. Que ressens-tu alors? J'ai regardé par la fenêtre de la brasserie pendant un instant. De la tristesse, je crois. De la gratitude pour certaines de ces années. De la déception. Ça dépend des jours. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait parfaitement. C'était probablement le cas. Environ 2 semaines avant le premier anniversaire de Lucas, Céline est passée pour déposer son sac. Lucas courait après notre vieux labrador dans le salon comme s'il essayait de le recruter pour quelque chose. Elle s'est tenue près de l'entrée, a observé, puis a dit doucement « Merci ». J'ai levé les yeux du comptoir. Pourquoi? Pour ne pas avoir rendu les choses pires qu'elles ne devaient l'être. Cette phrase est restée suspendue entre nous. La vérité, c'est que j'aurais pu. Il y avait eu des occasions, des moments où les dégâts auraient pu être propagés plus loin et appliqués avec plus de précision. D'autres l'auraient peut-être fait. Mais je revenais toujours à Lucas. La douleur se propage. L'humiliation se propage. La cruauté se propage. Et à un moment donné, quelqu'un doit décider d'arrêter de transmettre tout ça. Ça ne rendait pas Céline innocente. Ça n'effaçait rien. Mais mon fils méritait au moins un parent qui ne soit pas encore en train de brûler vif. Après son départ, je me suis assis sur le sol du salon et j'ai construit des tours de cubes avec Lucas pendant que la pluie de novembre tapait contre les vitres. Il les a toutes fait tomber et a ri si fort qu'il en a eu le hoquet. Assis là, à 50 ans, en pantalon de jogging, j'ai réalisé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ma vie n'était pas terminée. Elle avait changé douloureusement, et à grands frais, de manière que je n'avais pas choisi, mais elle avait continué. Et certaines des choses qui sont venues après étaient sincèrement bonnes. La trahison change les gens. Je le sais maintenant. Certains dégâts restent sensibles pendant longtemps, mais les gens ont toujours le droit de choisir quel genre de personne ils deviennent de l'autre côté. Si quelqu'un a brisé votre confiance tard dans votre vie, alors que vous pensiez que les chapitres les plus difficiles étaient déjà écrits, j'espère que vous retrouverez le chemin vers quelque chose de solide. Et si vous êtes toujours en plein cœur de l'épreuve, essayant encore de comprendre quelle version de vous-même survivra à tout ça, je veux juste que vous sachiez que vous n'êtes probablement pas aussi seul face à ça que vous en avez l'impression ce soir.